La gravitation universelle. Toutes les planètes du système solaire gravitent autour du Soleil, comme nous le voyons sur cette excellente animation de M. Gastebois. Leur mouvement est régi par la gravitation universelle. Donc, qu'est-ce que la gravitation universelle? C'est une interaction attractive entre tous les corps de l'univers. Interaction, ça veut dire que si le Soleil agit sur la Terre, alors que la Terre agit également sur le Soleil. Pour comprendre ce que sont ces forces d'interaction gravitationnelle, nous allons, dans un premier temps, modéliser une action mécanique par un vecteur force et définir ce qu'est ce vecteur force. Prenons l'exemple d'un vecteur force qui agit sur l'extrémité d'un ressort. Si nous prenons une masse de 100 grammes, nous le suspendons à ce ressort, eh bien, dans un premier temps, nous voyons ici s'afficher la valeur de la force, qui vaut 0,98 newton, le newton étant l'unité de force. Nous avons ici également la direction du vecteur force, c'est une droite. La direction, en physique, attention, c'est une droite et non pas à ne pas confondre avec le sens. Le sens de cette force, eh bien, cette force elle est orientée vers le bas. Et dernière chose, le point d'application de la force, eh bien, la force qui s'exerce sur ce ressort, elle s'applique en ce point-là, le point d'accroche entre le dynamomètre, qui est l'appareil qui mesure la valeur des forces, et puis le solide considéré qui est la masse. Une action mécanique est modélisée en physique par un vecteur force. Les 4 caractéristiques du vecteur force sont 2 points. La direction, c'est une droite d'action, un sens, un point d'application et une valeur notée F, avec un E c'est mieux, dont l'unité légale est le newton, symbole grand N. On peut mesurer, comme nous venons de le voir, la valeur d'une force avec un dynamomètre. Sur l'exemple précédent, si on suspend une masse de 200 grammes, eh bien, la valeur de la force vaut 1,96 newton. La direction, c'est-à-dire la droite d'action de la force, eh bien, c'est la droite AB, entre le point A et le point B ici. Le sens, puisque ce vecteur force est orienté vers le bas, le sens, eh bien, c'est de A vers B. Le point d'application, eh bien, ici, c'est le point que j'ai indiqué avec la lettre C. Et la valeur notée F, eh bien, c'est 1,96 newton. Ne confondez pas le vecteur force avec une flèche dessus et sa norme qui n'a pas de flèche. Souvent, d'ailleurs, en mathématiques, on représente la norme avec 2 barres de part et d'autre, avec le vecteur F ici, et en physique, on simplifie l'expression en notant juste F sans la flèche. Échelle de représentation d'un vecteur force. Pour représenter un vecteur force, il faut choisir une échelle adaptée à la valeur de la force, de manière à ce que le vecteur ne soit ni trop petit, ni trop grand. Exemple. Si la valeur de la force est F égale 10 newtons, on prendra comme échelle 1 cm représente une force de 5 newtons. Quelle serait la longueur du vecteur force? Eh bien, 1 cm représente un vecteur force de 5 newtons. La longueur du vecteur force vaut donc par conséquent, d'après le produit en croix, 1 fois 10 divisé par 5, c'est-à-dire 2 cm. On trace un vecteur donc de 2 cm de long, car sa valeur est de 10 newtons. Ne confondez pas la longueur du vecteur qui est en centimètres, que l'on note ainsi, longueur du vecteur force, avec sa norme ou sa valeur qui, elle, est en newtons. Ce sont 2 unités différentes. Force d'interaction gravitationnelle. Ceci est le Soleil, ceci est la Terre. Le Soleil exerce sur la Terre une force attractive gravitationnelle. De même que la Terre exerce sur le Soleil une force attractive gravitationnelle. Il y a donc interaction entre ces 2 objets. Les valeurs de ces forces sont identiques.
Mais par contre, leur sens est opposé. Par conséquent, la valeur, le vecteur force exercé par le Soleil sur la Terre est opposé au vecteur force exercé par la Terre sur le Soleil. Nous allons voir ça en détail. Loi d'interaction gravitationnelle entre deux corps. Deux corps 1 et 2 de centre de gravité C1 et C2 et de masse M1 et M2 sont éloignés l'un de l'autre d'une distance d égale C1, C2. Le corps 1 exerce sur le corps 2 une force attractive de valeur F de 2 sur 1, qui est représentée ici. De même, d'après le principe d'interaction, le corps 2 exerce sur le corps 1 une force de même valeur, notée F de 1 sur 2, qui est représentée ici. Les deux forces ont les mêmes valeurs en newton, mais des sens opposés. On dit que les vecteurs force sont opposés. F de 1 sur 2 égale moins F de 2 sur 1. Quelles sont les 4 caractéristiques des vecteurs force? La direction de F de 1 sur 2, c'est C1, C2, c'est la droite C1, C2. La direction de F de 2 sur 1 est donc la même. C'est la droite C1, C2. Le sens de F de 1 sur 2, c'est de C2 vers C1, puisque cette force est attractive. Par contre, la force de 2 sur 1 part de C1 vers C2, puisque les deux forces sont opposées. Le point d'application, eh bien, c'est C2 pour la force de 1 sur 2, et puis c'est C1 pour la force de 2 sur 1. Quelle est la norme de cette force, ou valeur de cette force maintenant? Eh bien, lorsque le corps 2 exerce sur le corps 1 une force de gravitation, alors à ce moment-là, cette force vaut grand G, qui est ce qu'on appelle la constante de gravitation universelle, fois la masse M1, fois la masse M2, divisé par d au carré, d étant la distance entre les deux centres d'inertie des deux corps, c'est-à-dire la distance C1, C2. Quelles sont les unités pour la valeur de cette force? Eh bien, grand G est dans l'unité du système international qu'on note SI. M1 et M2 sont les masses en kilogrammes. D est la distance en mètres. Donc, quand vous calculez la force, n'oubliez pas de mettre chaque terme dans la bonne unité, l'unité légale. Dernière chose, la norme de la force, évidemment, est comme toute force exprimée en newton. Comment appelle-t-on la force qui a pour action de faire tomber tout objet au voisinage de la Terre? Eh bien, cette force est appelée le poids de l'objet. Nous allons détailler la relation entre la masse de l'objet et ce poids. Suspendons à cet objet, le poids du corps va être inscrit ici sur ce dynamomètre. Commençons par poser une masse de 50 grammes. Le poids du corps est égal à 0,49 newton. Quelle est la relation entre le poids et la masse? Eh bien, on va diviser 0,49, poids du corps, et sa masse, qui vaut 50 grammes, c'est-à-dire 0,050 kg. Eh bien, ça nous fait 9,80. Suspendons, cette fois-ci, une masse de 100 grammes. Eh bien, cette fois-ci, le poids est de 0,98 newton et la masse vaut 100 grammes, c'est-à-dire 0,100 kg. Le rapport vaut toujours 9,80. Donc, il y a proportionnalité entre le poids d'un corps et la masse m. Le coefficient de proportionnalité est égal à 9,8 newton par kilogramme, c'est-à-dire que sur Terre, 1 kg de matière est soumis à une force d'environ 9,80 newton. Le vecteur poids d'un corps sur Terre, tout corps de masse m et de centre de gravité grand G, placé au voisinage de la Terre, est soumis à une force attractive appelée son poids P.
Le poids est un vecteur force. Il possède donc 4 caractéristiques. Gt est le centre de gravité de la Terre confondu avec son centre géométrique. Quelles sont les caractéristiques? Mais la direction, c'est la droite GGT. Donc ici, on a représenté le bonhomme avec le centre d'inertie G et GT est le centre de la Terre. Le sens, c'est de G vers GT. Le point d'application, c'est le centre d'inertie G du personnage. Et sa valeur, c'est P égale M fois G, avec en unité P en newton, M en kilogramme et G en newton par kilogramme. G, c'est ce que nous avons trouvé tout à l'heure, égal à 9,8 newton par kilogramme. G est appelé intensité du champ de pesanteur terrestre. À la surface de la Terre, G égale 9,8 newton par kilogramme. Cela signifie qu'un objet de masse M égale 1 kg, posé à la surface de la Terre, est soumis à une force d'intensité P égale 9,8 newton, appelée son poids. Un exemple, calculons le poids d'un objet de masse M égale 50 kg posé sur Terre. En 1, on écrit l'expression littérale, c'est-à-dire la relation liant le poids P, la masse M et l'intensité du champ de pesanteur terrestre petit g, P égale mg. On passe au calcul, P égale M, 50 kg, qui est bien dans l'unité légale, qui est le kilogramme, fois 9,8 newton par kilogramme, ce qui nous fait donc 4,9 fois 10 puissance 2 newton, c'est-à-dire 490 newtons environ. Deux chiffres significatifs puisque les données possèdent également deux chiffres significatifs. Comparons le poids d'un objet sur Terre et sur la Lune. Cet objet a une masse M égale 100 grammes. Nous le suspendons à un dynamomètre. La valeur de son poids s'affiche, elle vaut 0,98 newton. La Terre exerce donc une force sur cet objet, force qui vaut son poids étant de 0,98 newton. Maintenant, on fait un nouvel essai. On se place maintenant sur la Lune et on reprend ce même objet de même masse. Eh bien, son poids sur la Lune vaut plus que 0,16 newton. Autrement dit, le poids d'un objet sur la Lune est plus faible que le poids de ce même objet sur la Terre. Vecteur poids d'un corps sur la Lune. Sur la Lune, l'intensité du champ de pesanteur lunaire vaut 1,6 newton par kilogramme, ce qui signifie que sur la Lune, 1 kg de matière est soumis à une force appelée son poids lunaire qui vaut P lune égale 1,6 newton. Conclusion, sur la Lune, le poids d'un corps est égal au produit de sa masse par l'intensité du champ de pesanteur lunaire. P lune égale M fois G lune. Alors, quelles sont maintenant les 4 caractéristiques du vecteur poids? Bien, première caractéristique, la direction du vecteur, c'est la droite G lune. G lune étant le centre d'inertie de la Lune et G le centre d'inertie de l'objet. Le sens, c'est de G vers G lune. Le point d'application du poids, il est au centre d'inertie du solide. Et la valeur de ce poids, elle est égale au produit de la masse fois l'intensité du champ de pesanteur lunaire. Les unités P toujours en newton puisqu'il s'agit d'une force, la masse M en kilogrammes et l'intensité du champ de pesanteur lunaire en newton par kilogramme. Quelle est la relation entre le poids d'un corps et la force d'interaction gravitationnelle? Bien, en introduction, vous calculerez la valeur de la force d'interaction gravitationnelle ou force de gravitation de la Terre sur l'objet de masse M égale 50 kg, notez F de Terre sur l'objet. Le rayon de la Terre est R égale 6,4 fois 10 puissance 3 km, la masse de la Terre 6,0 10 puissance 24 kg. Et puis vous remplirez le tableau suivant pour comparer le vecteur force d'interaction gravitationnelle au vecteur poids qui agit sur ce même objet. Conclusion, le vecteur poids et le vecteur force de gravitation ont le même point d'application, c'est-à-dire le point G, centre d'inertie de l'objet. La direction de cette force est la droite GGT dans les deux cas. Le sens, c'est de G vers GT, GT étant le centre d'inertie de la Terre. Et la valeur de ce vecteur poids vaut M fois G,
c'est-à-dire 490 newtons, avec G égale 9,8 newtons par kilogramme. La force de gravitation, elle est égale à grand G fois masse de la Terre fois masse petit m, divisé par le rayon de la Terre au carré. En effet, la distance entre l'objet et le centre d'inertie de la Terre est égale au rayon de la Terre, puisque l'objet est posé sur la Terre. Et ça vaut aussi 490 newtons. Conclusion, même point d'application, même direction, même sens, et puis la même valeur. Conclusion, le vecteur poids P d'un objet est peu différent du vecteur force d'interaction gravitationnelle F exercé par la Terre sur l'objet. Vous verrez plus tard au cours de vos études que ces deux vecteurs sont légèrement différents. Comment varie l'intensité du champ de pesanteur terrestre petit g? Le vecteur force de gravitation de la Terre sur l'objet est égal au vecteur poids. Par conséquent, les deux normes sont égales. Ce que nous voyons ici, la force de la Terre sur l'objet, c'est grand G, constante de gravitation universelle, fois masse de la Terre fois petit m, sur GGT carré, qui est égal au poids P, qui est égal à m fois G. Avec GGT égale RT plus Z. Si l'objet se trouve à une altitude Z, il se trouvera à quelle distance du centre d'inertie de la Terre? Eh bien, à Z plus le rayon de la Terre. Le rayon de la Terre est en mètres et l'altitude de l'objet également en mètres. Cette expression est donc égale à celle-ci. On simplifie par m, ce qui nous donne pour petit g, grand G fois la masse de la Terre fois petit m sur RT plus h au carré. Alors, comment va varier petit g? Eh bien, si l'altitude Z augmente, ce terme va grandir. Donc, 1 sur ce terme va diminuer. Autrement dit, plus l'altitude Z augmente, plus petit g diminue. Deuxième remarque, sur Terre, Z égale 0. Donc, G égale grand G fois la masse de la Terre sur RT au carré, rayon de la Terre au carré, ce qui nous fait 9,8 newtons par kilogramme, ce qui signifie que sur la surface du sol, une masse m égale 1 kg est soumise à son poids P qui vaut 9,8 newtons. Alors petit g dépend également de l'endroit où on se trouve sur la Terre. En effet, le rayon terrestre n'est pas constant puisque la Terre est légèrement aplatie. Là, on a un petit peu exagéré. Mais il faut savoir que le rayon de la Terre à l'équateur est plus grand que le rayon de la Terre à Paris et encore plus grand que le rayon de la Terre au pôle nord ou au pôle sud. Par conséquent, plus le rayon de la Terre est grand, plus G est petit puisque le rayon de la Terre est au dénominateur. À l'équateur, petit g égale 9,79 newtons par kilogramme. Au pôle, G égale 9,83 newtons par kilogramme. Et à Paris, G égale 9,81 newtons par kilogramme. Principe d'inertie. Observons cet objet, le fameux smartphone, comme on dit maintenant. Il est immobile. Il est immobile et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il est soumis à combien de forces? Eh bien, son poids P, qui est une force due à la Terre, force de gravitation, et puis la réaction de ma main sur le smartphone, qu'on appelle la réaction du plan. Ces deux forces se compensent. Le solide est au repos. Voyons un autre cas où les forces se compensent. Lançons un palais sur une table horizontale et observons le mouvement du centre d'inertie du palais. Nous voyons que le mouvement du centre d'inertie du palais est rectiligne uniforme. Or, il est soumis à deux forces qui se compensent. Ces deux forces sont la réaction R du support et le poids P. La somme vectorielle de ces deux forces, R plus P, est égale au vecteur nul, ce qui signifie que les forces se compensent. Le mouvement du centre d'inertie est alors rectiligne uniforme. Le principe d'inertie est donc le suivant. Dans un référentiel terrestre supposé galiléen, tout corps au repos ou possédant un centre d'inertie en mouvement rectiligne uniforme est soumis à des forces qui se compensent.
Un corps soumet des forces qui se compensent et un corps qui n'est soumis à aucune force, cas d'un objet dans l'espace éloigné de toute masse, ont exactement le même comportement. Ce serait le cas par exemple d'un vaisseau spatial éloigné de toute masse qui aurait à ce moment-là un mouvement rectiligne uniforme, un mouvement évidemment de son centre d'inertie. Donc remarque, ce principe est aussi vrai dans un référentiel géocentrique. Et une petite définition, un principe résulte d'observation mais ne se démontre pas. Illustration du principe d'inertie, force exercée sur un projectile dans l'air. Cliquons sur l'animation proposée par Australo.net. Lançons le projectile. Nous voyons que le centre d'inertie de ce projectile n'a pas un mouvement rectiligne uniforme. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si on néglige les forces de frottement, le solide n'est soumis qu'à une seule force, son poids P. Donc la somme des forces extérieures n'est pas égale au vecteur nul. Les forces évidemment ne se compensent pas puisque seul le poids P agit sur le solide. Mouvement de la Lune autour de la Terre. Cliquons sur l'animation de M. Gastebois. Nous observons que la Lune a une trajectoire circulaire et que sa vitesse est constante autour de la Terre. Par conséquent, le mouvement de la Lune autour de la Terre dans le référentiel géocentrique, c'est-à-dire par rapport à un référentiel placé au centre de la Terre, est circulaire, uniforme. Uniforme car la vitesse est constante et circulaire car la trajectoire est un cercle. Le principe d'inertie s'applique-t-il dans ce référentiel géocentrique? Eh bien, la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur la Lune est égale uniquement à la force de la Terre sur la Lune si on néglige toute autre interaction gravitationnelle. Donc, la somme des forces n'est pas égale au vecteur nul. Donc, d'après le principe d'inertie, le mouvement ne peut pas être rectiligne uniforme dans le référentiel géocentrique. C'est bien le cas puisque le mouvement est circulaire uniforme. Dans le référentiel géocentrique, la Lune possède un mouvement circulaire uniforme. D'après le principe d'inertie, elle ne peut être soumise à des forces qui se compensent, elle ne se soumise qu'à une seule force, la force d'interaction gravitationnelle de la Terre sur elle, et dans une moindre mesure aux forces d'interaction gravitationnelle des autres planètes du système solaire. La somme des forces est différente du vecteur nul, donc le mouvement n'est pas rectiligne uniforme. Une petite remarque, c'est parce qu'elle possède une vitesse suffisante que la Lune ne tombe pas sur Terre.